Bonjour, je suis avec aujourd'hui Amélie Cordier qui est la directrice scientifique de Umano. Umano, c'est une entreprise dont vous allez nous parler. Et puis après, vous nous parlerez aussi du travail que vous faites avec Lyon Isaïe. Et voilà, j'ai envie que vous nous parliez déjà de ce que c'est qu'Umano et qu'est-ce que vous faites dans cette boîte. Bonjour, donc effectivement je suis directrice scientifique d'une start-up lyonnaise qui s'appelle Umano, qui a été fondée il y a 4 ans maintenant par Xavier Basset et Cyril Maîtrejean. Oui. Et cette société développe des logiciels pour les robots d'interaction. Donc qu'est-ce que c'est que les robots d'interaction? Justement, j'ai envie de savoir. Je me doute bien. Donc c'est des robots qui sont là pour communiquer de l'information et échanger avec les humains. Donc c'est des robots qui sont vraiment orientés vers l'interaction humain-machine. Ils ne seront pas capables, par exemple, de vous passer un verre d'eau si vous avez soif, mais ils pourront vous raconter une blague, vous donner de l'information sur les prochains trains que vous devez prendre, sur les actualités. Selon les programmes que l'on développe dessus, on leur donne des rôles et des missions qui les rendent utiles dans la vraie vie. Donc mon travail dans cette société, c'est de développer toute la dimension recherche, c'est-à-dire qu'on étudie comment on peut utiliser des outils de l'intelligence artificielle pour faciliter les interactions avec ces robots qui, pour l'instant, il faut bien se l'avouer, sont relativement rudimentaires. Voilà, ils ne savent pas nous servir à boire, alors que nous avons très soif aujourd'hui au studio de Radio Pluriel. Et alors, ce travail que vous faites dans Umano, c'est une façon de développer cette fameuse intelligence artificielle dont on entend tout le temps parler et dont vous avez une conception particulière. Alors, effectivement, en ce moment, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, mais si on réfléchit bien, c'est un domaine qui a plus de 60 ans maintenant. Et d'autres argumenteraient que même les philosophes grecs commençaient déjà à parler d'intelligence artificielle en essayant de modéliser le raisonnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, intelligence artificielle, c'est un peu devenu un mot valise dans lequel on met... Chacun met tout. Voilà, toute technique d'informatique un peu impressionnante devient assez rapidement de l'intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique avant tout, qui vise à faire des programmes qui résolvent des problèmes qui auraient demandé une forme d'intelligence humaine pour être résolus. Bon, c'est une définition suffisamment vaste pour mettre ce que l'on veut dedans. Mais pas un certain nombre d'autres choses. Donc là-dedans, c'est quelque chose que vous avez travaillé aussi à l'université avant de créer Umano. Bien sûr. Alors non, j'ai pas créé Umano, j'ai rejoint Umano. Voilà, j'ai rejoint Umano pour développer l'activité scientifique. Mais effectivement, donc j'ai fait ma thèse sur le sujet entre 2004 et 2008, à l'époque où pour la majorité des gens c'était de la science-fiction. Personne n'y croyait vraiment. Exactement. Je donne souvent l'anecdote du jour où j'ai annoncé à ma grand-mère que j'allais faire une thèse en intelligence artificielle et où elle m'a répondu « Oh là là, je suis très fière de toi, ma petite cocotte, mais et tu vas faire quoi comme vrai métier après ça ?» Et aujourd'hui, je me retrouve à en parler à la radio. Donc c'est devenu un vrai métier. Moi, les sujets sur lesquels je travaillais quand je faisais ma thèse en intelligence artificielle, c'est pas les sujets dont on parle aujourd'hui dans la presse quand on dit intelligence artificielle. Et pour autant, ça reste de l'informatique, ça reste du raisonnement, ça reste de la représentation des connaissances, ça reste de l'intelligence artificielle au sens académique du terme. Moi, ce qui m'intéresse vraiment en recherche, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle, une petite discipline spécifique qui s'appelle l'apprentissage développemental. En fait, c'est un domaine qui est inspiré de la psychologie, qui tire ses racines dans les travaux de Piaget notamment, mais pas que, et qui fait l'hypothèse que, comme les enfants, les agents, c'est-à-dire les programmes artificiels que l'on développe, peuvent apprendre en interagissant avec leur environnement. C'est-à-dire qu'au lieu de leur faire apprendre des choses en leur montrant des exemples de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, on les laisse évoluer dans un environnement et on espère, voilà, exactement, en interagissant, en expérimentant, en testant, ils vont apprendre des connaissances et pouvoir les réutiliser pour être plus efficaces dans leurs tâches. Alors c'est ce que vous avez fait dans votre thèse et ce que vous continuez donc dans Umano, exactement, avec toute cette équipe.
Oumano, vous êtes nombreux? Alors, on est 20 aujourd'hui, Oui. avec 2 activités principales. Une activité qui est plutôt orientée dans la production de solutions que l'on commercialise, qui est le cœur de l'activité de l'entreprise, et une deuxième activité de recherche, donc que je dirige, dans laquelle on est en mode prospectif. On s'offre le luxe, et c'est assez rare pour une start-up, de vraiment faire de la recherche à moyen et long terme pour avoir un temps d'avance sur comment on interagira avec les robots de demain. Alors, qui sont vos clients justement dans la partie développement Alors, historiquement, nos clients, donc on travaille dans ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire business to business en bon français, c'est-à-dire que nos clients sont d'autres entreprises, comme par exemple la SNCF, Darty. Donc on travaille avec plusieurs typologies de clients selon les besoins qu'ils ont, du transport, de l'hôtellerie, des musées, des administrations, des bâtiments de bureaux. Je pourrais vous en citer plusieurs, on en a plus d'une 60aine. Et pour chaque client, on va développer des solutions spécifiques qui répondent vraiment à leurs besoins métiers. Donc, par exemple, dans un bâtiment de bureau, on va faire un robot d'accueil qui orientera les visiteurs vers les bons bureaux. À la SNCF, on va faire un robot d'information. C'est des sujets différents. On fait aussi du divertissement pour certains magasins, puisque il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce qui est bien avec les robots, c'est que c'est vraiment fun, c'est drôle d'interagir avec eux. Alors ça, c'est donc l'aspect recherche dans Oumano que vous dirigez. L'aspect recherche. Donc ce qu'on cherche à faire du côté de la recherche, c'est améliorer la qualité des interactions entre les humains et les robots. Aujourd'hui, les robots ont beaucoup de limitations techniques, ce qui fait qu'on ne peut pas interagir avec eux comme on interagit avec des humains parce que ça plante souvent. Par exemple, on dit à un robot « Quelle heure est-il ?» et puis il dit « Désolé, je ne vous ai pas bien compris, voulez-vous connaître la météo ?» Bon, non, on veut juste savoir quelle heure il est. Mais reformuler la question, c'est compliqué, ça pose des problèmes de quand est-ce que je dois parler, est-ce que je parle assez fort. Donc nous, on travaille sur des algorithmes qui permettent d'améliorer cette façon qu'on a en tant qu'humain d'interagir avec les robots. Donc ça implique de l'intelligence artificielle, évidemment, pour toute cette dimension. Mais on travaille aussi avec des chercheurs en sciences cognitives, parce que pour bien construire des interactions entre des humains et des robots, il faut déjà bien comprendre comment on interagit entre humains. Et en fait, si on laisse ça aux mains des informaticiens, on est perdu. Oui. Donc on s'appuie sur des gens qui ont de la connaissance des interactions humaines et on va chercher des gens en sciences cognitives et éventuellement dans d'autres domaines. Donc on a une équipe pluridisciplinaire. Aujourd'hui, on est au Tour mondial des métiers. Donc vous avez parlé de la SNCF, de l'hôtellerie, c'est une série de questions qui sont bien sûr traitées ici. Mais quand on regarde l'évolution de l'ensemble des métiers, au départ, quand ce mondial des métiers a été créé il y a 23 ans, il y avait l'idée qu'il fallait à la fois montrer les métiers avec toute une série de savoir-faire qui sont là et qui continuent à être développés par les travailleurs. Et puis il y avait l'idée de la recherche. Le tout premier directeur du mondial des métiers était allé à Paris voir un petit peu comment les choses se faisaient du côté de la Villette. Et donc aujourd'hui, je vois quand on discute avec les gens des différents domaines, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont réussi à faire parce qu'ils se sont posés toutes ces questions de comment est-ce qu'on peut travailler avec une façon différente de présenter les choses qui se font automatiquement sinon. Cette évolution dans l'ensemble des métiers, c'est quelque chose que vous constatez? Bien sûr. Je pense que les choses, avec les technologies en général, les choses s'accélèrent. Oui. Et les métiers se transforment, certains beaucoup plus rapidement que d'autres, parce que en bons humains que nous sommes de bons feignants et nous avons tendance à utiliser la technologie pour pallier toutes les tâches que l'on n'a pas envie de faire en tant qu'humain, qui sont rébarbatives, fatigantes, dangereuses. Et donc, dès qu'on peut, on les remplace par une forme d'automatisation qui parfois implique de l'intelligence artificielle, ce qui nous permet de nous dégager du temps pour faire des tâches à plus forte valeur ajoutée et beaucoup plus intéressantes pour les humains. Et
quelque chose que, effectivement, on observe, c'est que cette transformation a tendance à s'accélérer parce que, en ce moment, les développements technologiques sont particulièrement rapides. Donc oui, c'est quelque chose que j'observe et donc prendre un pas de recul par rapport à mon activité du quotidien qui est vraiment très précisément dédiée au développement de l'intelligence artificielle. Je le vois bien autour de moi, je le voyais avec mes étudiants quand j'étais à l'université, je le vois avec mes collaborateurs et mes collègues aujourd'hui. Autour de moi, de plus en plus de gens font des métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans, voire des métiers qu'ils ont créés eux-mêmes pour répondre à des besoins qui ont émergé du fait de la transformation de la société. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important et que tout le monde doit comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on choisit un métier, on ne choisit pas le métier qu'on va faire toute sa vie. On choisit un métier et on sait qu'il va évoluer. Et donc finalement, les compétences dont il faut s'armer le plus tôt possible, c'est sa capacité à accompagner le changement, à s'adapter et à se former tout au long de la vie. Parce que, a priori, je peux vous dire avec une quasi-certitude qu'un jeune qui commence à travailler aujourd'hui ne fera pas le même boulot dans 40 ans. Et s'il le fait, je pense qu'il sera très déçu. Je pense que la transformation fait partie de l'évolution d'une carrière aujourd'hui. Et peut-être pour faire une transition là-dessus, je ne suis évidemment pas la seule à penser ça, on est très nombreux. Et à Lyon, par exemple, on s'est fédéré en association. Donc on a créé une association qui s'appelle Lyon ISEAI, qui a pour but de promouvoir et fédérer l'intelligence artificielle. Vous en avez parlé tout à l'heure. Notre point de départ, notre constat à l'origine de la création de cette association, c'est lorsqu'on a réalisé que la plupart des gens qui occupaient notre quotidien ne comprenaient pas ce que c'était que l'intelligence artificielle. Et nous, en tant que spécialistes, on s'est dit, mais c'est dramatique que cet outil qui transforme nos vies depuis plusieurs années et qui va continuer à le faire de manière accélérée, soit si mal compris par la population. Et donc on a voulu avoir une démarche positive, constructive et optimiste pour parler de manière pragmatique de l'intelligence artificielle à tout le monde. Donc on s'adresse aux enfants, aux adultes, au business, aux institutions et on essaye de faire avancer le message de l'intelligence artificielle pour qu'on soit tous un petit peu mieux préparés à cette transformation. Alors qui fait partie de cette association ? Alors au départ, on a fondé l'association avec 4 personnes de profils très très différents. Oui. Un philosophe, moi-même spécialiste de l'intelligence artificielle, une mère de famille qui trouvait que c'était un sujet important et qui avait envie de faire avancer le sujet, et la fondatrice d'une société de robotique qui trouvait aussi que l'idée était excellente. Et en fait, très rapidement... D'autres gens sont venus. Pardon ? D'autres gens Exactement, sont venus. Oui. C'est-à-dire qu'on a commencé à 4 un soir en disant tiens, on va faire ça. Et puis en quelques semaines, on était 10 membres très actifs dans le bureau. Donc aujourd'hui, le cœur de l'association, c'est une quinzaine de personnes qui, par leurs actions individuelles, toutes rassemblées sous le chapeau de l'association, font avancer la cause de l'IA dans Lyon et sa région. Mais la première chose qu'on a faite, c'est créer un site web et une présence sur les réseaux sociaux. Et en moins d'un mois, on avait 450 inscrits. À cela viennent s'ajouter les gens qui participent aux meet-up. Donc les meet-up, ce sont des réunions qu'on fait le soir en moyenne une fois par mois, dans lesquelles on aborde un sujet spécifique de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on a plus de 4500 inscrits sur la communauté Meetup. Ce qu'il faut savoir, et qui est très important pour nous, dans les valeurs de l'association, c'est qu'on considère que l'intelligence artificielle, c'est un domaine pluridisciplinaire. Donc à chaque fois qu'on organise un Meetup, c'est toujours IA et quelque chose. Donc IA et science, IA et art, IA et droit, IA et santé, IA et éthique, et j'en passe, et des meilleurs. Mais l'intérêt que ça a, c'est que les gens qui viennent pour le meet-up, donc en général c'est en 150, 160 personnes, sont à la fois des spécialistes de l'intelligence artificielle, des curieux de l'intelligence artificielle et des spécialistes de leur domaine. Alors donc comme ça, on a créé une communauté qui est vraiment pluridisciplinaire et qui est vraiment à l'image de ce que nous, on veut pour l'intelligence artificielle. Alors si on veut rejoindre ISEAI, comment fait-on ? Alors c'est très simple, il y a un site web qui s'appelle lyoniseai.fr, donc Lyon, Lyon, ISAI.
Et puis ce même nom peut être retrouvé sur les autres réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook. Et puis si on veut participer activement à l'association, il suffit d'envoyer un petit mail via le site web ou de nous rencontrer dans la vraie vie. Et puisqu'on est inclusif dans l'association, on accueille tout le monde à bras ouverts. Très bien. Eh bien, écoutez, moi j'ai bien envie de venir. Avec plaisir. Travailler avec vous parce que tout ce que vous dites m'intéresse vraiment. Eh bien, merci d'être venue, Amélie Cordier. Je vous en prie. Voilà, donc ISEAL. Exactement. Merci. Merci.